tous, merci d'être là. Et Dominique, merci de dire ces quelques mots d'introduction. Au nom de l'Alliance française, je vous remercie d'être présent ce soir. Et Stéphane Bogetta, monsieur le député, c'est un honneur et un privilège de vous accueillir à l'Alliance française de Sydney ce soir. Pour le thème que nous avons consacré à cette soirée, travail, culture et transfuge de glace. Donc, merci et bienvenue. Nous savons que les députés sont très pris, donc nous sommes vraiment, comment dirais-je, ravis de vous recevoir ce soir et nous espérons vous accueillir un jour en présentiel à l'Alliance française de Sydney. Merci. Merci Dominique. C'est moi qui vous remercie et je vous assure que vu le temps qu'il fait aujourd'hui à Paris, je préférais être à Sydney avec vous. Du coup, on va simplement profiter des technologies modernes pour pouvoir se parler malgré tout et malgré la distance, comme on commence à en avoir l'habitude. Donc, merci à tous d'être là et de prendre le temps, vous aussi, de participer à ces réflexions. Merci Stéphane. Donc, dans le cadre de cette série de Philo Bistro, on a reçu des écrivains, auteurs de best-sellers, Philippe Besson, des autrices lauréates du Prix de Flore, on a reçu des manias de la pub, on a reçu des artistes, des anciennes danseuses, des Folies Bergères, et on n'a jamais reçu de député de la République française. Donc, c'est avec une joie toute particulière que nous te recevons, Stéphane, donc député des Français de l'étranger pour l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, rien que ça. Bienvenue à toi. Et d'abord, comment vas-tu et d'où nous appelles-tu? Alors, écoutez, je vais très bien, merci. Ici, donc, il est 9h30, 10h30 pardon, du matin. Je vous appelle de mon bureau de l'Assemblée nationale. Je vais vous montrer un peu. D'abord, la vue sur Paris pluvieux, mais avec l'Assemblée nationale, donc en fond visuel. Quelque part au milieu des nuages, la Tour Eiffel. Et puis voilà, mon bureau avec mon collaborateur Gauthier. Et derrière lui, un élément décoratif très important, un maillot du Real Madrid, signé par l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'an dernier. Un symbole de résilience pour ceux qui suivent le football et de capacité à gagner malgré des situations compliquées. Donc, un symbole que j'aime beaucoup. Très bien, merci Stéphane. Donc, normalement, je vous vois toujours mes invités. Hein, c'est une marque de respect, même si je les connais un peu. Mais ce soir, je vais faire une exception. Je vais faire une exception et j'espère que tu ne m'en voudras pas. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis du député ni du frère aîné. Voilà. Mais autre précision donc, qui a de l'importance, the first rule of Philo Bistro is you do not talk about politics. The second rule of Philo Bistro, you do not talk about politics. Donc, la mission de l'Alliance française est apolitique, donc s'il ne vous plaît, pas de questions sur les sujets qui fâchent, les retraites, Macron, voilà, on va parler de transfuge de classe, les personnes changeant de classe sociale dans leur vie, ascension ou déclassé, ça peut aller dans les deux sens. C'est intéressant aussi de voir les déclassés, à l'aide d'exemples tirés des arts, du cinéma, de la littérature, mais aussi du business. Et bien sûr, en prenant ton propre parcours, Stéphane, comme point de référence pour illustrer nos propos. Et je crois que la newsletter qui est partie et que vous avez tous dans votre boîte email faisait état d'un titre assez prometteur, Uncover the Success with Stéphane Bogetta at Philo Bistro. So no pressure, Stéphane, but on va devoir délivrer sur ce sujet. Voilà un petit peu les quelques mots que je voulais dire. Donc, 2 mots sur le déroulement de la soirée. C'est une discussion informelle de 90 minutes, avec un peu de structure quand même, pour savoir dans quelle direction on va. Donc, il y a 3 étapes qui vont nous guider.
Vous voyez, un petit hommage subtil au plus grand transfuge de classe du week-end dernier, qui est passé de prince à roi d'un coup. On va parler dans un premier temps de tes origines et de ton parcours, Stéphane, avec une question en contre-plan. Ça demande quelles caractéristiques personnelles de devenir un transfuge de classe. L'acte 2, ce sera les transfuges connus. Donc, on va parler des plus grands transfuges de notre époque. Quelles ont été leurs plus grandes contributions à la société, et puis aussi quelle vie ont-ils mené. Et enfin, on se portera sur les freins et les moteurs, donc les tiens, ceux des autres, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quelles sont les clés? Et puis on parlera aussi un petit peu d'égalité des chances et voir si c'est un concept qui est réel ou pas. Voilà un petit peu pour le programme de la soirée. Et on va rentrer dans le vif du sujet, Stéphane, et puis je vais te laisser parler. Mhm. On va parler donc d'abord de tes origines. Donc là, quelques images voilà, de la Croix-de-Metz, le quartier un peu perdu en Lorraine où tu as grandi. Et je voulais savoir si tu pouvais commencer par nous dire quelques mots sur là d'où tu viens, donc la Croix-de-Metz, entre spleen et espoir, et puis aussi sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu pouvais nous parler des quelques moments clés, des moments charnières peut-être que tu as eu, tant sur le plan professionnel que personnel, parce que les deux se nourrissent un peu dans ton cas. Voilà, donc je te laisse la tribune et parler un petit peu de là où tu viens et de ton parcours. Mhm. Ben, merci d'abord, merci pour m'avoir invité à réfléchir sur ces sujets sur lesquels je ne suis pas forcément la personne à laquelle on pense en premier, mais on verra pourquoi. Mais effectivement, et puis merci pour ce premier slide là qui est magnifique. En fait, moi j'essaye de temps en temps d'aller sur Google et Internet et rechercher des photos justement de la Croix-de-Metz, du quartier, de l'école. Il n'y a pas beaucoup de photos en fait. C'est pas vraiment un endroit sur lequel les gens ont tendance à publier beaucoup, ni ceux qui y vivent, ni ceux qui auraient l'ambition d'y passer en touriste, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de grosses activités touristiques, il n'y a pas énormément d'attraits. C'est le quartier, un quartier HLM d'une petite ville de province qui s'appelle Toul. Quartier HLM qui a été construit dans les années 60 pour accueillir essentiellement une population ouvrière, population immigrée qui venait là pour notamment travailler dans l'industrie de cette ville, industrie essentiellement manufacturière, notamment à Kléber-Colombe, fabricant de pneumatiques, qui était le principal employeur de la ville, avec également l'armée française, puisque Toul était également une ville de garnison. Donc voilà, Olivier, toi tu le sais comme moi, qu'on a grandi à la marge de ce quartier, qu'on y a passé nos 15 premières années. C'est là qu'on a fait notre scolarité jusqu'au lycée. C'est sur ce terrain de foot que vous voyez qu'on a eu nos moments les plus compétitifs, dans des équipes de foot qui étaient très bigarrées, non pas du fait de la couleur des maillots, mais plutôt du fait de la couleur des coéquipiers qui la composaient. Les équipes, nos adversaires avaient souvent peur de venir sur ce terrain. La réputation du quartier, de l'équipe était assez unique dans une zone qui est le sud de la Lorraine, qui est plutôt, on va dire, rurale, mais dans laquelle nous étions une espèce d'îlot d'expérimentation sociale, on va dire. Donc voilà, un quartier HLM, un collège dont on voit la photo en bas à droite, collège de ZUP, zone d'urbanisation prioritaire. Maintenant, ça s'appelle RED+, en France. Et puis donc un collège dont je suis parti pour aller passer mon bac, un bac C, qui m'a emmené ensuite par des choix un peu hasardeux, puisque je n'avais pas de référence claire quant à mon avenir professionnel, donc vers la prépa HEC, une prépa HEC qui m'a permis de partir d'abord vers Paris, suite à des concours réussis. Et puis, une fois à Paris, on met un pied sur l'échelon supérieur, on se rend compte que non seulement, contrairement à ce qu'on pensait, l'horizon
l'avenir, l'horizon professionnel notamment ne s'arrêtait pas à Toul, à Nancy ou même à Paris, mais qu'il y a même une autre dimension qui existe, ce qui est celle de partir à l'étranger, de s'expatrier pour un moment bref, éventuellement, voire plus longtemps, si affinité. Ce qui a été le cas, puisque à la fin de ma scolarité, je suis parti en Italie pour quelques mois, puis à Londres pour quelques mois aussi, puis ces quelques mois sont transformés en quelques années et je ne suis finalement plus rentré en France pour y travailler jusqu'à ma prise de fonction comme député il y a 2 ans. Donc, je suis français de l'étranger depuis maintenant 25 ans, 26 ans. Et je crois que je resterai toujours plus français de l'étranger que français de France. Mais si je suis français de France, ben, je resterai toujours avant tout un français de la Croix-de-Metz. Merci, et c'est intéressant cette question de l'exil. On ne peut pas parler de ton parcours sans parler de la force de l'exil. Et force est de constater que tu as réussi en étant un outsider à Londres, puis à Madrid. Et est-ce que tu penses que c'est plus simple de réussir en tant qu'outsider, comme ça a été dans ton cas, ou bon. Mais d'abord, parlons de la réussite. Enfin, tu parles de réussite. J'ai un parcours professionnel qui a effectivement, pour certains, ça peut être symbole de réussite. Pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose qui peut être considéré comme détestable. Les politiciens sont souvent détestés. Les députés n'ont pas une bonne image. Réussir dans le secteur financier, c'est pas non plus toujours la garantie d'avoir une image favorable. Moi, en l'occurrence, c'est vrai que malgré un point de départ assez spécial, la Croix-de-Metz, donc un environnement, une assignation originelle, que ce soit géographique ou sociale, qui était quand même très, très marquée. Finalement, c'est vrai que j'ai fait une première carrière dans le monde de la grande banque internationale, d'abord dans la City, puis ensuite en Espagne, où effectivement, j'ai eu un succès professionnel marqué et visible. Ensuite, je suis devenu, à partir de 2012, entrepreneur, et ça a bien fonctionné aussi, notamment une société que j'ai fondée avec des partenaires, des associés, a très bien fonctionné. C'était une société qui était dans la ligne de ma carrière précédente, mais qui faisait du conseil financier au gouvernement en particulier et aux grandes entreprises sur les opérations complexes de fusion-acquisition. Donc, ça a très bien marché. Donc, là encore, ben, chez moi, en Espagne, on me considère comme quelqu'un qui a du succès, effectivement, avec l'image extérieure du succès. Et puis ensuite, effectivement, je suis devenu député. Donc, député, ben, c'est une personne, un parmi les 577 qui sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, qui est un monument. Donc oui, on peut parler d'un certain succès, et d'un succès à la fois dans le secteur privé et maintenant une présence visible dans le monde politique. Donc oui, partons du prémisse qu'on peut définir ça comme le succès, d'accord? Alors, quels sont les ingrédients et les défis? C'est pas simple à dire, mais quand on commence à Toul, quand on commence à la Croix-de-Metz, quand on est au collège de la Croix-de-Metz, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'avais une vision très claire du fait que je n'étais pas au meilleur endroit, je n'étais pas né au meilleur endroit pour arriver à quelque forme de succès professionnel que ce soit. Je voyais plutôt un horizon où j'étais comme mes camarades de classe, comme mes coéquipiers de foot, turcs, algériens, mes camarades de classe qui étaient souvent des enfants d'agriculteurs des villages environnants. Je pensais que mon horizon professionnel et mon horizon de vie se limitait à quelques dizaines de kilomètres autour de Toul, qui était une petite ville donc de province. Avec un peu de chance, je pourrais aller jusqu'à Nancy et y faire une carrière intéressante, mais c'était un peu mon horizon de l'époque. Sachant que, en venant d'un milieu avec une mère enseignante et un père ouvrier spécialisé qui travaillait à la chaîne en faisant les 3-8, je n'avais pas de grosses références en termes de ce que le monde professionnel pouvait nous offrir, notamment l'entrepreneuriat, Paris, l'expatriation, tout ça, pour moi, c'était totalement, c'est même pas que ça me paraissait loin, c'est que ça n'existe pas, ça n'existait pas. Ça ne rentrait même pas dans mon cadre de référence. Donc, il faut avoir un petit peu de... Quand on a envie
quand on est dans cet environnement, je pense qu'un des premiers éléments qui ouvre la porte éventuellement à une certaine réussite, c'est déjà avoir envie de s'en sortir, géographiquement en tout cas, je veux dire, et aussi d'une certaine manière, puisque c'est très lié socialement. Et être conscient de l'endroit où on est, être conscient qu'il y a un ailleurs, qu'on ne connaît pas, mais qui est sans doute plus désirable que notre point de départ. Et je pense que tout le monde n'est pas conscient de ça. Tous les gens qui naissent à Toul, qui grandissent à la Croix-de-Metz, ne se disent pas forcément que leur objectif numéro 1 dans la vie, c'est d'en partir. Il y a des gens qui sont très contents d'y faire leur vie, qui trouveront des jobs très dignes, qui feront des carrières agréables ou pas, ou qui souffriront au travail, mais qui ne se disent à aucun moment ma mission numéro 1, c'est partir d'ici. Or, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours considéré que ma mission numéro 1, en tant que personne, c'était partir et trouver ailleurs ce que je n'arrivais pas à trouver sur place, à savoir des perspectives qui m'attiraient. Donc, il faut avoir cette espèce de, on ne va pas appeler ça un mal-être, mais une sensation, effectivement, d'assignation à résidence qu'on veut briser. Et une fois qu'on en a conscience, eh ben, on essaye de se donner les moyens de la briser. Et si on réalise, ce qui a été mon cas, que j'avais certaines capacités, certaines facilités dans le domaine scolaire, académique, j'ai réalisé assez rapidement que je ne serais pas, en tout cas, je n'avais pas des capacités footballistiques suffisantes pour devenir un footballeur professionnel. Donc, si je m'en sortais, si je sortais de la Croix-de-Metz, ça ne serait pas à travers une carrière de footballeur. En revanche, effectivement, à l'école, ça se passait un peu mieux. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est sans doute plutôt à travers un parcours académique que je vais me donner des chances de sortir de mon assignation originelle, aussi bien géographique que sociale. Effectivement, et comme je pense qu'on en reparlera plus tard, il y a un moment quand on est de la Croix-de-Metz ou quand on fait partie de ces populations qui naissent assignées à un endroit géographique ou social, et qu'on réalise qu'on a des capacités à effectivement à s'en sortir, et à devenir peut-être un jour, peut-être même un exemple ou un symbole ou une aspiration, ben, cette réussite, quand on sent qu'on a la capacité de réussir, et ben cette réussite, ça devient presque une obligation. On n'a plus le choix. Il faut le faire. Il faut le faire pour soi et pour les autres aussi. Et c'est vrai que, et là c'est personnel, mais quand je regarde aussi ma famille, enfin, j'ai donc Olivier, mon frère, 2 ans de moins que moi, face à vous. J'avais 2 autres frères et sœurs, plus jeunes aussi. Et moi, en tant qu'aîné, effectivement, la première nécessité que je ressentais, c'était aussi d'ouvrir un chemin dans cette brousse que dans notre famille, nous ne connaissions pas, et éventuellement pouvoir montrer qu'on pouvait progresser et sortir du maquis pour découvrir peut-être des prairies plus vertes. Et je pense que ça a pas mal fonctionné. Après, on a tous suivi une voie assez similaire. Je ne sais pas si c'est par manque d'imagination ou parce que le chemin que j'avais tracé était attirant. Ça, c'est peut-être toi qui pourras y répondre, Olivier. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir cette envie d'ailleurs, cette curiosité et ce sens de la responsabilité à partir du moment où on sent qu'on a les moyens d'effectivement de la réussite. Non, effectivement, on a fait tous un peu le même parcours et je pense que c'est plus par manque de modèle et peut-être un peu de manque d'imagination aussi, qu'on a tous suivi un peu dans la lignée que tu as tracée. Voilà, travaillé dans la banque au départ, école de commerce et banque, et voilà. Mais c'est plus, ouais, peut-être un manque d'imagination. Mais tu parlais du maquis, donc on va parler un peu du maquis. On va parler du maquis dont Stéphane parle. Et pour avoir un avis extérieur, donc, on a demandé à quelques personnes du maquis ce qu'elles pensaient dans un format un peu style perdu de vue. Je sais pas si c'est une mission quand on a des invités surprises que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Donc, c'est d'abord, on a d'abord parlé à quelqu'un qui s'appelle Habib Akaï, donc qui est toujours un de tes amis. Voilà, on le voit là sur une photo dans un article de journal. Donc,
donc Habib Akal qui a accepté de dire quelques mots. Et ce jeune homme, donc, en médaillon sur la photo, est un autre transfuge de classe, puisqu'il était avec toi, et maintenant il exerce comme chirurgien en Allemagne. Donc, c'est un autre. Non, mais voilà ces mots, Stéphane, que je vais te lire. Cela fait près de 40 ans que je connais Stéphane. Nous avons passé une bonne partie de notre éducation scolaire ensemble, jusqu'au bac. Nous étions aussi dans la même équipe de foot. Que de bons souvenirs au CMTF, donc le Croix de Metz Toul Football. Nous avons aussi beaucoup de souvenirs en commun, mais le plus beau pour moi, c'était pendant le tournoi international de Lunel, où on a pu côtoyer les meilleures équipes. A vendu très cher notre peau, grâce notamment à notre tour de contrôle en défense, Stéphane. Je n'ai pas d'anecdote précise, mais je me souviens très bien des textes et des histoires que Stéphane écrivait. Je n'ai jamais rencontré de personne avec une aussi bonne rhétorique. Il avait, et aujourd'hui encore, je pense, une grande force pour analyser les problèmes et avait de grandes qualités pragmatiques pour résoudre les problèmes. S'il a un talon d'Achille, point d'interrogation, je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais cherché et il ne me l'a jamais montré. Son intégrité et sa vraie gentillesse peuvent peut-être être un défaut dans le domaine, dans le milieu rempli de requins où il travaille, mais il a beaucoup de qualités pour ne pas tomber dans leur piège. Un petit mot à toi, Stéphane. Continue le chemin que tu as pris, prends soin de ta famille et surtout ne change pas. Tu étais un garçon très bien, tu es un homme très bien. Continue tes combats pour changer ou améliorer la vie de tes concitoyens français de l'étranger. Habib Akal. Voilà donc les mots donc, de Habib. Je te laisse réagir. J'ai perçu une pointe d'émotion. Oui. Non, mais c'est émouvant de revenir à ce moment-là. Effectivement, Habib, bon, on n'a pas vraiment maintenu le contact. On se reparle de temps en temps, tous les 3-4 ans sur Facebook. On prend des nouvelles, mais c'est vrai que, ça nous ramène à ces moments-là où lui aussi faisait partie de ceux qui pouvaient. Ça se sentait. Il avait la capacité d'en sortir. Il avait aussi cette petite rage interne qui fait qui se transforme en moteur au moment où les choses nous résistent. Et j'ai été très content de voir que lui avait réussi réussir sa vie, réussi en tout cas dans sa volonté qu'on n'avait pas verbalisée à l'époque. À l'époque, on n'en parlait pas. À l'époque, on vivait le présent du mieux possible. Mais je savais qu'il faisait partie de ceux qui voulaient aussi partir et qui sentaient ce besoin. Et il l'a fait. Maintenant, il vit, il me semble, en Allemagne. Il a une belle famille, et il vit une belle vie. Donc, je suis très content pour lui. Ça fait plaisir de l'entendre. Très bien. On va avancer maintenant de quelques années. Qui voulait te dire quelques mots. Mon cher Stéphane, c'est un exercice aussi sympathique que périlleux auquel nous convie ton frère Olivier, puisqu'il s'agit d'évoquer en 30 secondes quelques 3 décennies d'amitié. Je rappellerai donc que nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'ESSEC et que nous avons été colocataires pendant 6 ans, tant à Paris qu'à Londres. Et cette longue colocation m'a permis d'apprécier d'abord ta haute intelligence, un grand sens de l'analyse, mais aussi et peut-être surtout une grande prudence. Voilà, je te dis comme tous tes amis, je suis très fier de toi et j'espère te revoir bientôt sur les rives de la Côte d'Azur où tu appelles régulièrement tes hautes fonctions. Grande prudence. Alors, je ne sais pas si une grande prudence et avoir le parcours que tu as eu, ça va ensemble. Comment tu réconcilies les deux? Non, alors c'est amusant que Norbert parle de prudence. C'est vrai que c'est pas ce qui me caractérise le plus quand on regarde
mon parcours, on va peut-être dire qu'à l'époque, on s'est bien connus à l'époque où on était ensemble à l'ESSEC, donc une très grande école de commerce. Effectivement, moi, je débarquais dans un milieu qui m'était totalement inconnu, avec notamment, j'étais plongé dans un milieu social qui, là, pour le coup, m'échappait totalement, celui des fils et filles de la haute bourgeoisie parisienne, versaillaise et provinciale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais sans doute prudent. Prudent pour ne pas faire d'impair, prudent pour ne pas me faire démasquer. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, quand on réussit à partir et à décoller de notre base d'origine, il y a la volonté et la nécessité de se fondre dans la foule, de ne pas trop se faire remarquer, de s'adapter pour préparer, pour d'abord se donner les moyens de réussir. Et les moyens de réussir, souvent, ça passe par le fait de se conformer à un certain modèle et en tout cas de ne pas briser excessivement, rompre excessivement les codes de notre environnement. À partir de là, effectivement, j'ai peut-être été un peu prudent. Et d'ailleurs, oui, maintenant, je vois peut-être ce qu'il veut dire, effectivement. Prudence dans le fait justement, de ne pas mettre excessivement sur le devant de la table cette composante de ma personnalité, cette volonté d'explorer et d'arriver dans des nouvelles strates et du coup, de me retrouver en terre inconnue. La terre inconnue, ça appelle à la prudence, même si pour y arriver, il faut un peu d'audace. Donc, c'est sans doute un savant mélange des deux, prudence et audace. Bon résumé. On continue. Une réaction, question? Non? Sinon, on a d'autres invités surprises. Bonjour à tous, je suis Christophe Waro. J'ai connu Stéphane Vogetta quand on était en classe préparatoire HEC au lycée Poincaré à Nancy en France. Je faisais ma deuxième année dans cette classe prépa où j'y avais déjà fait ma première année. Et donc un beau jour de septembre, on a vu arriver quelques rares nouveaux pour la deuxième année. Et Stéphane était un de ces nouveaux, donc il avait dû faire sa première année dans une autre classe prépa et il est venu faire sa deuxième année à Poincaré. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs pour la discussion que vous avez aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est arrivé et ça n'a pas dû être facile pour lui de s'insérer dans la classe parce qu'il était un des rares nouveaux et qu'on était un groupe très soudé issu de la première année. J'ai d'ailleurs assez peu eu d'échanges avec Stéphane à l'époque et avec le recul, je le regrette et j'aurais sans doute dû faire mieux pour l'accueillir. Mais donc voilà, on a eu des échanges assez limités. Je vois que ça n'a manifestement pas perturbé sa carrière professionnelle au succès multiple, y compris actuellement en tant que représentant de la nation. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Bonne discussion à tous et à très bientôt. Là, Christophe parle de ta capacité d'adaptation, ta capacité de rentrer dans un groupe déjà formé et de pouvoir t'y insérer de façon, je dirais, subtile. Il a raison, il avait raison de dire ça. Oui, si c'était que Christophe, qui est à France et l'Australie maintenant, Oui. alors je ne sais plus s'il vit à Sydney, mais que j'ai croisé récemment encore à Monaco. On se recroise toujours avec plaisir, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'était très peu parlé. C'est vrai que je débarquais dans une classe qui était déjà formée, non pas parce que je venais d'une autre prépa, mais parce que par le jeu du hasard, je faisais partie de quelques bisus qui avaient été plongés dans une classe de carré, puisqu'il n'y avait plus assez de place dans la classe de bisus. Donc, c'était déjà, ça compliquait un peu les choses. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, j'arrivais dans un environnement qui était complètement nouveau. Là, je quittais Toul pour arriver à Nancy. Je me retrouvais soudain avec des élèves qui venaient des grandes villes de l'Est, souvent et là, clairement, c'est là que j'ai été pour la première fois confronté effectivement à des différences sociales marquées par rapport à ce que moi, j'avais pu connaître à Toul. Donc, ce que Christophe prend peut-être pour des difficultés d'adaptation, effectivement, c'était la prudence que Norbert évoquait avant et le recul que je m'imposais face à ces gens que je
et à ces gens que je découvrais, pas forcément individuellement, mais collectivement. D'accord. Bon, on a un dernier invité, Stéphane, et après, je te laisserai tranquille pour les intervenants extérieurs, et celui-là va être un peu plus, je dirais, humoristique. Donc, tu vas voir. Chers amis australiens, bien que vous n'ayez pas acheté nos fameux sous-marins, je me sens dame généreuse et souhaite vous faire un cadeau. Ce cadeau, il se manifeste par la présence à vos côtés ce soir de deux de mes très bons amis, Olivier et Stéphane Vogetta. Olivier, l'auteur qui monte, dont tout Saint-Germain-des-Prés ne cesse de parler, a vendu plus de 600 000 exemplaires de son premier opus, publié sous un pseudonyme astucieux qu'il vous livrera peut-être ce soir. Cet ouvrage a été en tête des ventes de tous les dartils en France et s'exporte aujourd'hui partout en Europe, traduit en 65 langues. Il est bientôt disponible dans la collection Bibliothèque Rose de la Pléiade. Olivier, en quelque sorte, c'est le Paul Hogan de votre beau pays. Stéphane, quant à lui, après un parcours de banquier d'affaires exceptionnel, est devenu un homme politique avisé et aguerri. Il vient d'être réélu député des Français de l'étranger, siège en haut lieu à l'Assemblée nationale après un parcours d'une exemplarité superbe où il aura notamment terrassé un ancien Premier ministre français. Stéphane, c'est le député qui démonte, en quelque sorte le L. Macpherson de notre beau pays. Il en a le corps sculptural et s'il avait des seins, il ferait la femme idéale. À eux deux, ils vont vous faire passer une soirée, je n'en doute pas, merveilleuse. Je vous souhaite d'en profiter au maximum et vous salue bien bas. Voilà. C'est parfaitement politiquement correct. Parfaitement. Donc, si j'avais des seins, je serais la femme idéale. Bon, ok. C'est noté. Ton parcours aurait-il été le même si tu n'avais pas connu Grégory durant des années à Londres? Oui, sans doute. Il aurait sans doute été le même. Au contraire, je pense que Grégory m'a mis dans des situations qui auraient pu venir me hanter et me compromettre, parce que comme vous l'avez peut-être deviné, Grégory, c'est une machine à faire des bêtises. D'ailleurs, c'est assez habile de l'avoir mis sur cette image côte à côte avec son alter ego dans le monde animal. À savoir, c'est un sacré chameau. Bref, non, mais effectivement, mais Grégory revient sur un épisode assez amusant, effectivement, qui, sans vouloir faire de politique, c'était l'épisode Manuel Valls qui m'avait été imposé en tant que candidat officiel par mon propre parti, alors que j'étais député sortant lors des dernières élections législatives. Et c'est vrai que du coup, c'est un épisode qui avait fait beaucoup parler, que vous connaissez peut-être, même en Australie, vous en avez peut-être entendu parler, et qui avait fait effectivement surgir en moi quelques souvenirs et quelques, on va dire, caractéristiques de résistance et de résilience qui remontaient effectivement aux premières étapes de ma vie et de la progression hors de cette assignation originelle dont on parlait. Et quand les gens me demandent, et ça arrive encore régulièrement, mais maintenant après, pourquoi, comment est-ce que tu as fait pour ne serait-ce qu'avoir la volonté ou le courage de te maintenir et de te battre contre un ancien Premier ministre soutenu par un président de la République, sans le soutien d'un parti, en étant exclu, etc. etc. Effectivement, la vraie réponse entre nous, c'est que ça m'a ramené c'était le genre de pas se voir nier sa légitimité, comme ça m'arrivait donc à ce moment-là, me voir nier ma légitimité comme candidat, comme député. Ça m'a ramené à cette sensation qu'éprouvent souvent les transfuges de classe, transfuges géographiques, qui est le syndrome de l'imposteur. Et face au syndrome de l'imposteur,
qui est quelque chose qui nous poursuit, qui poursuit nombreux d'entre nous tout au cours de notre vie. Il n'y a pas besoin d'être un transfuge de classe pour l'avoir. Face à ce syndrome de l'imposteur, il y a deux attitudes. Soit on le laisse gagner la bataille et nous maintenir dans le rang, nous forcer à nous maintenir dans le rang, soit on se décide de l'affronter et de le mettre face à ses propres contradictions et d'aller au-delà et justement de dire ben non, justement, au contraire, je ne suis pas un imposteur. Ce n'est pas parce que je ne suis pas du monde de ces politiciens de profession, je ne suis pas du microcosme parisien, nourri, bercé, biberonné à la politique depuis son plus jeune âge, que je ne suis pas légitime au moment de porter, d'être un candidat ou d'être un député et de représenter les Français, et notamment ceux de ma circonscription. Et donc, dans ma réaction politique, qui a été de dire ben non, désolé, je n'accepte pas la décision d'investiture de mon parti et je vais me présenter quand même en indépendant. Donc, dans cette décision de dissidence, il y a aussi un refus individuel, mais aussi que je sentais aussi porter une vérité collective, celle de ceux qui n'acceptent pas de se plier aux convenances et à la hiérarchie sociale, telle que la vie nous l'impose à l'origine. Et donc, pour tout vous dire, moi, ça m'a fait très plaisir de battre Manuel Valls. Ça m'a fait encore plus plaisir de pouvoir mener cette bataille à la face du monde et de porter des valeurs de légitimité et de courage et surtout du fait et de démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être un ancien Premier ministre pour pouvoir gagner une élection législative. Si quelqu'un a la capacité, la volonté et le courage de le faire, il peut le faire. Et donc, c'est quelque chose, être député, qui devrait être accessible à tous à partir du moment où, in fine, ce sont les électeurs qui décident et non pas des apparatchiks parisiens. Très bien. Et on a vu dans ta victoire que c'était une victoire collective parce qu'on a vu le ralliement de toutes ces personnes qui se sont ralliées derrière toi, derrière cette cause. Sans doute, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cette position d'imposteur ou dans cette, quelque part, où on leur retirait une légitimité qu'ils avaient gagnée à force de travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés derrière toi, un peu pour eux aussi, quelque part. Oui, effectivement, il y a eu ça. J'ai bien senti qu'il y avait un moment de sympathie. J'ai bien senti que cette bataille, je ne la menais pas seulement pour moi, mais pour plein de monde. À travers, effectivement, mais surtout ces personnes qui ont la sensation de travailler, de s'engager en politique pour affirmer certains principes, une certaine ambition vis-à-vis de la société française, une ambition d'ouverture, justement, d'être sur un projet politique qui a justement pour ambition de rompre ces assignations à résidence et de rendre légitime la participation à la vie publique de personnes qui viennent de la société civile et de toutes les strates de la société civile. Donc, effectivement, quand j'ai tapé du poing sur la table et que je me suis maintenu et que je suis rentré en dissidence, ça a généré une vague de sympathie, non seulement auprès de mes électeurs qui me connaissaient, ou en tout cas qui voyaient bien le contraste avec ce que nous proposait mon adversaire de l'époque, Manuel Valls, mais aussi à Paris et dans le milieu des observateurs, on va dire, de la vie politique, des gens qui disaient que ce combat était un combat qui réunissait émotionnellement beaucoup de personnes et qui en fait permettait à de nombreuses personnes d'horizons et avec des idées politiques différentes de se mettre d'accord sur certains principes universels, on va dire. Ouais. Très bien. Maintenant qu'on a entendu tes amis, donc on te connaît un peu mieux. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. On peut aussi interrompre le cours. S'il y avait une question, oui. Si tu veux te mets-toi ici si tu veux. Première question. Ouais, bonjour Stéphane. J'avais une question pour toi, c'est Élise. Je ne sais pas si tu me vois, je ne sais pas comment. Je te vois. Salut Élise.
Je connaissais un petit peu ton background parce que c'est ton frère, en fait, qui m'avait parlé du sien, donc vous l'avez en commun. Est-ce que tu penses que c'est cette histoire familiale, le fait d'avoir vécu en communauté aussi qui t'a permis, pendant cette campagne contre Manuel Valls, de te rendre compte en fait de ce que les gens attendaient, parce que toi, tu avais plus l'habitude d'être confronté au... C'est un peu l'image qu'on a de certains politiciens qui sont en haut sur leur colline, et tout en étant un homme qui a eu du succès, à l'époque, tu étais entrepreneur, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui, pour toi, tu penses, tu as joué, quels sont les feedbacks des gens, en fait? Les gens, déjà, il y avait deux choses. La personnalité de mon adversaire, qui, il est vrai, n'a pas une image très positive, même s'il arrivait avec l'investiture du parti, avec le soutien du président de la République, enfin, soutien revendiqué, en tout cas, du président de la République. Puis c'est vrai que de l'autre côté, il y avait mon image à moi, qui des gens soit qui me connaissaient, soit qui me connaissaient personnellement, soit qui me connaissaient à travers mon rôle de député, ou ceux qui m'ont connu à travers la campagne. Et cette image, effectivement, c'était l'image de quelqu'un qui était proche d'eux, qui était en contact avec la réalité de la vie de chacun. Moi, je me rappelle, en fait, quand j'étais devenu conseiller consulaire, ton rôle, Élise, donc conseiller des Français de l'étranger, la première chose que j'avais fait, ça avait été donner mon numéro de portable à toute la circonscription, non pas pour que tout le monde m'appelle, j'avais dit que je ne prendrais pas les appels, mais pour que tout le monde puisse m'écrire sur WhatsApp. D'accord ? Et du coup, et ça, je l'ai fait, et ensuite, j'ai continué en tant que député. Et en fait, ça fait que chaque jour, j'ai entre 20 et 100 messages de Français qui soit me disent bonjour, soit m'interpellent sur un sujet ou sur un autre. Bref, donc ça fait une espèce de proximité et de lien direct qui jure un peu. Et je me rappelle que quand j'avais repris le mandat de député de Samantha Cazebonne, donc qui était ma titulaire, moi je l'ai remplacée en cours de mandat, et je lui ai dit, tiens, tu sais quoi, j'ai envie de continuer. Enfin, moi, en tant que conseiller consulaire, j'ai cette méthode de lien direct à travers WhatsApp avec les administrés, et j'ai envie de continuer en tant que député. Et Samantha m'avait dit, écoute Stéphane, franchement, je te donne un conseil, c'est de ne pas le faire. Ne le fais pas parce que sinon tu vas désacraliser le rôle du député. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait, désacraliser le rôle du député. C'est ça qu'on veut, quoi. C'est que les gens n'aient pas l'impression qu'on est sur un piédestal, loin d'eux, intouchable, mais plutôt qu'on est là, qu'on est à portée d'engueulade, mais surtout qu'on est à portée d'interpellation, de questionnement, à portée de dialogue. Et du coup, moi, j'ai vraiment insisté là-dessus. Je pense que ça a été ressenti comme ça. Et les gens, au moment où l'annonce de l'investiture de Valls a été annoncée, les gens qui me connaissaient, et même ceux qui ne me connaissaient pas directement, mais qui avaient vu comment je travaillais, ils ont vraiment ressenti ça comme une offense personnelle presque. Ils se sont sentis offensés. Que pour une fois qu'ils avaient quelqu'un qui paraissait ne pas jouer au notable, qu'on dise non, désolé, c'est pas ce modèle-là qu'on va vous filer, on va vous filer Manuel Valls. Et là, les gens ont dit non, c'est pas possible. Et il y a une énorme vague de sympathie du coup qui s'est générée, comme je vous l'ai dit, dans ma circonscription, donc auprès de mes électeurs, ce qui tombe bien, mais aussi à Paris, et qui fait que, in fine, non seulement j'ai gagné, mais aussi en gagnant, j'ai remis les choses à l'heure en ce qui concerne le respect de certains principes fondateurs de mon mouvement politique, en particulier celui de la volonté de l'implication de personnes qui représentent la société civile et qui ne sont pas forcément des professionnels de la politique. On va changer un peu de braquet et on va s'envoler. On va s'envoler et on va se pencher sur le cas de plusieurs autres transfuges de classe dans divers milieux. Mais en guise de transition, une chanson, merci Philippe, est la seule qui vaille à de transfuge. Il va falloir que tu la chantes. Non, ça. Olivier va la chanter. Bon.
Voilà, c'était tout le monde la connaît, une petite séquence musicale. Arrive avec les vidéos du Ouais. film que si elles sont pas dans l'ordinateur, parfois. D'accord. Ça fait Ok. pas. Bon, petit problème technique, Stéphane. Mais voilà, donc, C'était quelle chanson? C'était quelle chanson? C'était Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, qui est voilà, un des grands chanteurs français, compositeurs. Voilà, Une de mes inspirations, effectivement, c'est ces chansons-là que j'écoutais en boucle à l'époque, quand je sentais bien que j'avais un petit problème avec mon assignation, effectivement. Donc voilà, je vous encourage à écouter cette chanson parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment bien en rapport avec ce jeu. Bien sûr, non, c'est bien ici sur la. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai une question un petit peu plus, je sais pas, théorique, sociologique, où tu as expliqué que ta maman était enseignante et ton papa ouvrier. Et en fait, je me questionne autour, pour les les individus qui changent de classe sociale, est-ce que c'est uniquement une caractéristique personnelle, quelque chose de très individuel, une capacité à changer justement par soi-même, ou est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui sont toujours nécessaires et indispensables pour supporter, aider, assister un individu à changer de classe sociale? Et est-ce que ton expérience confirme que ce serait plutôt la deuxième option? Est-ce que, par exemple, ta maman est enseignante, même si c'est une classe sociale, encore une fois, en HLM ou en zone d'éducation prioritaire, ou je ne me souviens plus quelle était En ZUP. Mais est-ce qu'il y avait une sorte un intérêt pour la connaissance, par exemple, qui peut se transférer à d'autres sujets d'études, comme le commerce, la finance, etc., mais que cette graine était déjà plantée par le milieu familial, par exemple ta maman, ou par la suite par des éducateurs, des professeurs, qui ont ainsi en toi ce besoin ou cette recherche d'explorer, d'aller plus loin que ce qui t'était donné au point de départ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'unique et c'était déjà en toi, peu importe le milieu, peu importe les rencontres que tu aurais pu faire? Non, bien sûr, l'environnement joue un rôle. Moi, en l'occurrence, je n'avais pas du tout un environnement politisé, donc il n'y avait pas une vision politique de ces choses-là. En revanche, c'est vrai que ma mère était enseignante et mes parents se sont séparés très jeunes. Notre père est sorti de notre vie très rapidement. Et du coup, ma mère, qui avait 4 enfants seuls, dans un contexte économique difficile, elle avait un discours qui était dans lequel le travail et le mérite avaient une place très importante. Alors, il faut bien travailler à l'école. Vous verrez que si vous travaillez, ça vous ouvrira des portes. C'est un discours théorique parce elle-même ne savait pas quelle porte ça pourrait ouvrir. Elle-même ne connaissait pas le monde du travail, les opportunités au-delà de ses horizons et de son expérience d'enseignante. Mais il y avait cette inspiration-là qui, c'est vrai, nous a poussés, je pense, tous au sein de ma famille. Pas eu beaucoup d'autres inspirations, à part les inspirations culturelles, effectivement, les chansons de Jean-Jacques Goldman, notamment. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de plus personnel. C'est quelque chose de personnel. Et en fait, quand on commence ces trajectoires, quand on s'embarque dans ces aventures, on embarque seul. On embarque seul et dans une certaine mesure, on finit seul aussi. Parce que l'adaptation derrière est compliquée. On n'arrive jamais finalement à se trouver complètement à l'aise, ni dans une classe, ni dans l'autre. D'ailleurs, même ma mère qui est très contente effectivement, qu'on ait suivi ses conseils, que j'ai vécu ce qu'elle ressent, effectivement, ce que beaucoup de gens ressentent comme de la réussite. Je sens aussi, de sa part, il y a eu un discours souvent, peut-être malgré elle, peut-être que ça lui échappait, mais un certain ressentiment de sa part, en disant, tiens, tu t'éloignes, tu oublies d'où tu viens, tu n'es plus l'un des nôtres, etc. etc. Et c'est assez... Est-ce que c'est le cas? assez symbolique en fait des difficultés
des difficultés à embarquer sur ce genre de trajectoire et de rester soi-même et de réussir à trouver un endroit où on arrive à se sentir complètement à nouveau soi-même et chez soi. Et à ce sujet, j'avais proposé à Olivier, puisque moi je ne suis pas un auteur aussi reconnu que mon frère, mais il est vrai que j'ai écrit un livre, en tout cas que je n'ai pas encore publié, mais un livre qui retrace un peu cette fameuse campagne face à Manuel Valls, mais qui du coup revient un peu sur mon parcours et ce qui a nourri cette attitude de rébellion, on va dire, de dissidence. Et il y a un endroit, Olivier, si ça te semble pertinent, je vais le lire maintenant. Bien sûr, bien sûr. Où je parle d'un des autres aspects. Donc, effectivement, cette nécessité de partir, ce sentiment d'être différent et de ne pas vraiment, de se retrouver, en fin de compte, à travers ces trajectoires vraiment adaptées nulle part. Donc, je vais vous lire cet extrait. Donc, je cite, « Un autre élément a nourri ce ressenti durant ma jeunesse et continue d'ailleurs à le faire. L'histoire au long cours de ma famille. Au-delà de ces accents chantants qui indiquent une origine exotique, mon patronyme porte un stigmate spécifique de ses origines migratoires. En effet, quand mes arrière-grands-parents paternels italiens émigrèrent vers la France durant les années 20 du siècle dernier, afin de fuir la misère du Mezzogiorno, c'était un G qui se trouvait alors en 3e position dans leur patronyme. Il s'appelait Vogetta avec un G. Mais l'administration lorraine, qui à l'époque recensait à l'appel les immigrants en provenance d'Italie et de Pologne dans des centres de tri pudiquement baptisés dépôts de travailleurs étrangers, entendit un J là où ces nouveaux arrivants avaient simplement prononcé à l'italienne le G de Vogetta. La lettre J n'existe pourtant pas dans l'alphabet italien. Ce J, déformation du G originel, s'incrusta pourtant et traverse donc désormais mon nom de famille, tel une balafre verticale. Au fil des années, j'ai développé une tendresse particulière pour ce J, devenu une distinction que j'arbore fièrement à chaque occasion où mon patronyme est écrit, prononcé ou éplé. M'appeler Vogetta avec un J plutôt que Vogetta avec un G, c'est un rappel quotidien et symbolique de la difficulté de partir ailleurs et d'y rester soi-même. Un rappel utile, particulièrement pour un Français de l'étranger. » Fin de citation. Il y avait un deuxième extrait aussi, Stéphane, que tu voulais lire. Oui, on peut enchaîner maintenant. Tu veux enchaîner? Oui, ça nous ramène... D'accord. Donc, c'était sur ma décision, effectivement, de me lever et de me dresser contre cette décision d'investiture. Donc, ce que je dis, c'est que, ouvrez les guillemets, ce n'est pas un orgueil individuel. Ce n'est pas un orgueil individuel qui m'a fait franchir le pas, mais plutôt un orgueil de classe, un orgueil collectif. La fierté la plus intense que j'ai ressentie au moment de devenir député en septembre 2021 était liée à mes origines. C'était une fierté à titre collectif qui me ramenait à mes années toulouises et à l'orgueil de voir un mec du quartier de la Croix-de-Metz débarquer au Palais Bourbon. Car quand on vient de la Croix-de-Metz, ou d'un de ces territoires marginalisés de notre République, si on en a les moyens, réussir devient un devoir, car la réussite individuelle devient collective. Et c'est bien comme cela qu'il faut comprendre que la réflexion suivante s'imposa à moi de manière quasi immédiate à la suite du coup de Trafalgar que constituait l'investiture de Manuel Valls. Pour une fois qu'un mec de la Croix-de-Metz arrive jusqu'ici, je ne vais pas les laisser le dégommer si facilement. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si... Ah oui. C'est bien, il y a beaucoup de questions. Ça, c'est comme ça que c'est le mieux. Merci beaucoup. Par rapport au fait, à la profession de vos parents, notamment donc, votre mère enseignante, de ce qu'on a pu parler. Donc effectivement, je pense que c'est un facteur quand même qui peut aider la maîtrise des codes de l'école pour faciliter la réussite ou encourager la réussite. Mais est-ce que aussi il n'y a pas un aspect où certaines professions intellectuelles, mais dont la rémunération reste parfois à discuter, donc un milieu modeste, dont on veut s'extraire en allant vers des professions rémunératrices, des professions financières, bancaires? Est-ce qu'il y a un facteur qui joue comme ça aussi? Il n'y avait pas un rejet vis-à-vis du métier d'enseignant. Hein. C'était le contexte, c'était le seul contexte professionnel que nous, on avait à partir du moment où
nos parents étaient séparés, que les souvenirs qu'on avait de mon père, c'était surtout quelqu'un qui faisait les 3-8, qui travaillait souvent de nuit, donc on ne voyait pas souvent le jour. Mais c'est vrai qu'il y avait la suspicion, quand on allumait nos écrans de télé, quand on lisait les journaux, il y avait la suspicion qu'il y avait autre chose. Il n'y avait pas que cette alternative-là, soit travailler à l'usine, soit être enseignant dans un établissement de ZEP, effectivement. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, moi, je ne serai pas enseignant, je n'ai pas envie d'être enseignant, j'ai envie de faire autre chose. Mais quand je me suis embarqué dans le parcours prépa HEC pour aller faire une école de commerce, je n'avais aucune idée que cela pourrait m'amener quelques années plus tard à faire de la finance ou à partir à l'étranger. Moi, je pensais que, à l'époque, rentrer en prépa HEC, c'était le moyen d'intégrer l'Institut commercial de Nancy, qui était pour moi le sommet de mes ambitions, pouvoir intégrer l'école de commerce de Nancy et donc m'assurer que ma carrière se ferait à Nancy et non pas à Toul. C'était vraiment, pour moi, au moins assurer le minimum syndical, on va dire, en termes de décollage par rapport à mes origines. Alors, on va parler peut-être de certains de tes modèles. Donc là, vous voyez donc sur cette slide plusieurs transfuges de classe. Donc Annie Ernaux, qui vient de Modeste et qui a été couronnée du Nobel de littérature il y a peu. Mike Tyson, qui vient du Bronx, quartier défavorisé, pas mal de problèmes de famille, à ce que je comprends. Édouard Louis, peut-être le plus médiatisé, le plus politisé d'entre tous. Rocky Balboa, bien sûr. Bernard Tapie, on ne le voit pas ici, mais il a écrit un livre qui s'appelle Gagner, dans les années 80. Et puis il y a aussi le très balsacien Lucien de Rubempré. Alors, je ne sais pas si vous avez soit lu le livre des Illusions perdues, soit vu le film, qui est très très bon. Mais c'est ce jeune poète, d'une famille rurale de province qui monte à Paris, réussir en tant que poète et écrivain, et autre moyen de réussir en travaillant pour la presse, en écrivant des critiques. Et finalement, il va lui arriver certaines choses et il va être déclassé, et même plus que ça, parce que ça va se terminer assez tragiquement. Donc, en tout cas, c'est un personnage qui me parle beaucoup quand on parle des transfuges. Donc, je ne sais pas, Stéphane, si tu pouvais en choisir un, lequel serait-il? Et puis, dis-nous quelles sont tes inspirations parmi tout cela. Alors, il y a beaucoup de symboles de réussite. Tu vois, Mike Tyson, Rocky Balboa, Rastignac et ses équivalents. Enfin, en tout cas, Tyson et Balboa, je ne pense pas que ce soit des transfuges de classe. Ils ont jamais quitté leur classe. Ils y sont ramenés régulièrement. Oui, ils ont la réussite, ils ont l'argent. Pour moi, transfuge, c'est plus un tapis. C'est quelqu'un qui va se frotter à un monde auquel il n'aurait pas dû participer et qui finit par en faire une partie intégrante, même si il y a toujours de la part de ce monde-là une volonté, une tentation de le rejeter parce que ce type-là ne correspond pas au code. Donc, oui, si je dois en choisir un dans la liste, c'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie. Mais parce que moi, il faut bien voir que je pose pas, mais je distingue la réussite extrême, comme celle de Mike Tyson ou gens qui sortent du Bronx et qui finissent par vivre gagner des centaines de millions de dollars et vivre une vie à corde avec ces nouveaux moyens. Avec le fait d'être transfuge et de vraiment fréquenter des classes différentes. Et là, pour le coup, pour moi, ça a été mon expérience à 30 ans, 35 ans, conseiller des ministres, conseiller des PDG de grandes entreprises cotées en bourse, de grandes multinationales, voir qui m'écoutait, qui valorisait mon opinion, mes conseils, alors que 10 ans plus tôt, moi, effectivement, j'étais encore à Toul et je ne connaissais rien de rien, ni à ces mondes, ni aux choses dont je leur parlais. Et en fait,
c'est ça, transfuge, c'est soudain être dans un monde différent et devoir s'y adapter et réussir dans ce monde-là. Et puis, c'est vrai que après, par extension, dans le monde politique, effectivement, se retrouver parfois face à des hauts fonctionnaires, des ministres dont on sait pertinemment, ça se voit, c'est écrit sur leur visage et dans leur nom de famille, d'où ils viennent, et réussir à donner le change, à maintenir l'illusion du fait que je sois malgré tout un interlocuteur légitime pour eux, voire même quelqu'un qu'ils doivent respecter. C'est intéressant la question que tu poses entre réussite, la définition de transfuge de classe. Et là, il faut qu'on définisse le terme, mais ceci, la réussite, par exemple, d'un Mike Tyson ou d'un Rocky qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont passés dans d'autres classes, en tout cas d'un point de vue matériel, mais tu dis qu'ils sont ramenés régulièrement dans leur milieu d'origine. Donc, est-ce qu'il y a une question d'élévation intellectuelle aussi ou culturelle qui est nécessaire pour devenir un vrai transfuge de classe? Quelque chose que peut-être Stallone ou Mike Tyson, manifestement, n'ont pas forcément eu, en dépit de l'argent et de l'accès aux ressources ou aux gens qui pourraient avoir eu. Oui, il y a l'aspect aussi, effectivement, d'une réussite basée sur l'éducation, le métier intellectuel, on va dire, effectivement. Et du coup, qui amène à se confronter et à être en compétition sur ces pardon, excusez-moi, je suis en train aussi de préparer mes affaires. Vous allez me suivre dans mon parcours vers mon taxi. Donc, mais ça va bien se passer. Donc, il y a effectivement dans ces aspects-là, il y a la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement et de s'y fondre, de donner le change, voire même de faire illusion. Et je pense que ça ne va pas couper. Si ça coupe, on se reconnecte. Je me reconnecte tout de suite. D'accord. Et donc, effectivement, c'est là que je fais la différence. D'ailleurs, moi, je fais aussi la différence entre Rocky Balboa, qui est un personnage fictif, et Sylvester Stallone, qui, lui, pour le coup, a réussi à dire une référence et qui a sans doute plus réussi à être un transfuge de classe qui va simplement bénéficier d'une simple réussite matérielle qui l'alpha et l'oméga de la réussite. D'accord. Tu vas à un rendez-vous, voilà, donc on vit la vie d'un député, voilà, qui est très actif. C'est bien, comme ça on vit avec toi, tu vas nous montrer ce que tu fais. Je pars à l'aéroport, là, je pars à Barcelone où je suis attendu cette nuit, donc vous allez me suivre dans mon taxi également. Donc Stéphane, là, on va regarder une scène en fait d'un film, moi qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Juste la fin du monde, avec le regretté Gaspard Ulliel, donc qui est dans un film montrant bien les difficultés à revenir dans son milieu d'origine. Il a connu l'ascenseur social par les arts, puisque Louis est un auteur à succès, auteur de pièces de théâtre. Et cette scène, je crois, est assez marquante, donc j'espère que tu vas pouvoir l'entendre et la voir. Et puis on se retrouve juste après. Ah, si. Ah, c'était la même chose. Ah, d'accord. Bon. Ben, écoute, je vais quand même te poser la question. Donc, l'ascenseur social ou cheval à bascule? Et comment tu mentionnais donc Tu nous entends, Stéphane? Oui. Oui. Donc, tu mentionnais les difficultés avec notre maman mutuelle qui, des fois, tu faisais des remarques sur ton nouveau milieu, sur peut-être ton reniement de tes origines. Comment tu vis ce cheval à bascule et comment tu fais pour revenir dans ton milieu d'origine
et t'assurer que tu es toujours authentique quand tu vois, quand tu parles à quelqu'un comme Habib Akai. Comment tu gères ces situations où tu te retrouves dans des milieux d'origine plus modeste? Ben, en fait, ça fait partie de la difficulté de la chose, en fait. C'est que euh, malheureusement, quand on part, on change et on change encore plus dans le regard des gens qui nous connaissaient. Euh, il y a un mélange d'incompréhension, enfin, en même temps, une certaine fierté de la part des gens qui vous connaissaient, mais aussi une impression d'incompréhension et d'éloignement, parfois peut-être des points de jalousie. Et du coup, comme je l'ai déjà mentionné, il y a la difficulté euh, qui fait que à la fois c'est difficile de se trouver chez soi là où on arrive, mais c'est également difficile de, repasser d'où on vient et de s'y retrouver là aussi chez soi. Donc finalement, c'est une trajectoire qui fait que, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, et ce que j'ai d'ailleurs lu par ailleurs, notamment certains livres sur le sujet, dont un que je recommande si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Limbo, comme, je vais essayer de retrouver le titre complet, c'est Limbo, Blue Collar Roots, White Collar Dreams. D'accord. Et ça, c'est un livre qui revient notamment sur la transformation de l'identité à travers ces parcours. Et, le dernier chapitre s'appelle Duality, The Never Ending Struggle with Identity. Donc la lutte éternelle avec l'identité. Qui est-on? Est-ce qu'on reste cette personne qui est née de telle et telle manière? Est-ce qu'on devient réellement ce qu'on est actuellement, le rôle qu'on occupe? C'est une question qui se pose individuellement. Et puis il y a moi qui ai une image publique, par exemple, que je me pose aussi, parce que par exemple, c'est quelque chose dont je ne parle jamais dans le cadre de ma vie politique. Personne ne... Le sujet de mes origines ou de cette transition sociale, je n'ai jamais joué cette carte-là, je ne l'ai jamais évoquée. D'ailleurs, il n'y a personne dans mon entourage à Paris ou ailleurs qui soit au courant parce que j'ai jamais voulu jouer cette carte, notamment parce que, par habitude, en fait. L'habitude de vouloir, quand on arrive dans une nouvelle classe, on a tendance à être prudent, à vouloir adopter ses codes et à ne pas vouloir choquer ou remettre en cause notre légitimité en affirmant. Ah, tu nous entends toujours? C'est bon? Oui, très bien, oui. Oui. Ah, effectivement, dans le transfert de classe, il y a toujours un milieu d'origine, un milieu d'arrivée. Et puis, dans ton cas, il y a aussi l'expatriation qui se superpose là-dessus. Et on sait bien que quand on est expatrié, on n'est plus jamais le même, on n'est plus jamais chez soi, vraiment chez soi, là d'où on vient, donc en France, et puis on n'est plus jamais vraiment non plus un de ceux dans lequel on est. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me ressens. Donc, il y a une question de trouver ton identité. Mais qu'est-ce que tu dirais au petit garçon, voilà, de 7 ans qui est à la Croix-de-Metz, au regard de ton parcours, voilà, on en a parlé, quel message tu aurais pour ce petit garçon qui jouait au foot sur ce terrain qu'on a vu plus tôt, si tu pouvais lui parler? Alors, quand j'avais 7 ans, je ne jouais pas encore au foot, mais je pense que mon souvenir le souvenir le plus marquant que j'ai de mes 7 ans, c'est c'est effectivement avoir demandé un jour à ma mère, en sortant de l'école, et je lui ai demandé comment ça se fait. Enfin, pourquoi moi je suis bon et les autres sont pas bons en classe? Pourquoi est-ce que moi je suis le premier et pourquoi pas les autres? Et donc, c'est vers cet âge-là que j'ai commencé à prendre peu à peu conscience du fait que, effectivement, que j'avais la capacité de faire quelque chose, de faire quelque chose de différent.
Et là encore, on retourne à ce que je vous ai dit et ce que je vous ai lu. C'est à partir de ce moment-là où on se dit, qu'on se dit effectivement, il y a un moment où la réussite devient un devoir, une responsabilité. Et, au fil de l'évolution, de mes passages de mes années d'adolescence, qui, comme pour tout le monde, ont parfois été un peu compliqués, avec parfois des situations familiales un peu complexes, on lutte avec notre identité, on essaye de trouver une trajectoire, de s'y tenir malgré tout, malgré les tempêtes. Et puis effectivement, mais il se trouve que pour certains, c'est dans le le départ, le voyage qu'on se retrouve, le voyage vers, effectivement, d'autres strates, d'autres lieux, d'autres pays. Et en chemin, on se rend compte effectivement, qu'on y perd, on s'y perd aussi un peu. On s'y perd, non pas au sens de se perdre quelque part, mais on s'y perd soi-même, dans le sens où une partie de notre identité, on la laisse en chemin et on ne la retrouvera plus. Question ou question à ce stade? En tout cas, c'est un chemin intéressant, même si on laisse de soi en chemin et qu'on ne sait pas forcément qui on est tout à fait au jour le jour. C'est quand même grisant de vivre cette expérience. Et puis, après, la postérité décidera pour toi, finalement, de qui tu étais vraiment. Tu as dit. Ouais, comme disait Malraux, c'est la mort qui transforme la vie en destin. Tout ce qui se passe jusque-là. Écoute, Stéphane, c'est donc à la troisième partie, donc qui est frein et moteur. On va commencer cette partie par une interview avec questions en rafale. Donc, il faut que tu répondes voilà, de façon authentique et rapide. Donc, je vais te dire les questions et tu réponds. Ta vertu préférée? Alors, j'ai mal entendu la question, il va falloir la répéter. Ta vertu préférée? L'audace. La qualité que tu préfères chez une femme? L'audace aussi. Et chez un homme? Chez un homme, le courage. Je dis pas l'audace. Le courage. Ton principal défaut? Mon principal défaut, l'impulsivité. Pardon? L'impulsivité. Je suis impulsif. Ta principale qualité? La combativité. As-tu un rêve de bonheur? Non. Quel serait ton plus grand malheur? Comme tout le monde, perdre un membre de la famille. Quel est ton auteur préféré? Attention. André Malraux. C'est pas Laurent Stageot, c'est André Malraux. Désolé. Un héros dans la fiction que tu aimes? Un héros dans la fiction, Maximus, le héros de Gladiator. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Hypocrisie. Quel est le don que tu aurais aimé avoir? L'éloquence. Voilà, c'est la fausse modestie. Ça. Quelle est la faute chez les autres qui t'inspire le plus d'indulgence? La timidité. As-tu une devise ou une phrase qui t'inspire? Celle de Malraux, c'est la vie qui transforme. Non, c'est la mort qui transforme la vie en destin. Donc, frein et moteur, on va terminer par là. Et la grande question qu'on voulait aborder à ce stade, c'est cette question de est-ce qu'il y a les mêmes chances pour tout le monde?
Et c'est une question de méritocratie. Donc, quand on veut, quand on peut, c'est un peu un slogan marketing qui a été rabâché notamment par les marques comme Nike, you can, just do it, exactement. Donc, qui est bien catchy, mais qui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'aurais voulu avoir un peu ton ressenti là-dessus, sur ce concept de quand on veut, on peut, dans ses limites, mais est-ce que c'est juste une question d'effort et de volonté avant tout? Non. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, si j'ai décidé à un moment de rentrer en politique, c'est aussi pour me battre pour certains principes, effectivement. Et l'une des choses sur lesquelles j'ai envie de me battre, à part les aspects pratiques de notre quotidien, de français, de l'étranger, de français, l'un des aspects sur lesquels j'ai envie de me battre, c'est effectivement d'améliorer les perspectives de la méritocratie en France, et en tout cas de permettre de donner une meilleure chance à chacun d'échapper, s'il le veut, s'il le peut, à son assignation originelle. Euh, pour ça, il faut effectivement rompre de nombreux carcans. Même si c'est quelqu'un de la volonté, l'ambition, la capacité, souvent, on ne lui donnera pas les opportunités, il ne trouvera pas les inspirations, il n'aura pas les conseils, on ne lui tendra pas la main au bon moment, et ça le freinera, voire le bloquera, et ça le maintiendra dans une assignation qu'il ressent ou qu'il ne ressent pas, mais dont il pourrait vouloir échapper. Donc oui, ça fait partie de mes combats. Donc c'est là, il y a une reconnaissance évidente du fait que les chances ne sont pas également réparties, que pour certains, la pente est plus rude que pour d'autres. Euh, et donc, moi, j'ai vraiment l'intention, si possible, de faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà, c'est tout à ton honneur. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je ne sais pas si tu es près de ton. Tu vas où là, Stéphane? À l'aéroport d'Orly. D'accord, Orly. Ouh là, c'est loin ça. Mais non, mais j'aimerais bien maintenant ouvrir vraiment à vous toutes et tous, et à toi, Philippe, si tu veux poser une question, hein. Allez-y. Bonjour Stéphane, Philippe Osterman. Il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est effectivement, vous dites, et c'est très bien, qu'il faut effectivement aider et montrer et permettre à toutes les couches sociales de s'élever et de prendre l'ascenseur social. Mais en même temps, vous dites, je n'ai pas envie de mettre en avant mes origines, alors même qu'il me semble que ce qui manque énormément en France, c'est justement pour ces populations. Moi, je viens d'un village de 4500 habitants, j'ai pas exactement la même expérience que vous, mais ma mère était instite aussi, et je pense que c'est une des choses qui permet de changer de classe sociale et de voir l'extérieur. Mais je pense que ce qui manque beaucoup, justement, aux classes sociales défavorisées en France, c'est des exemples de réussite. C'est-à-dire des gens qui ne soient pas des footballeurs, justement, qui ne soient pas des rappeurs, mais qui soient des banquiers, des chirurgiens comme votre ami, des gens qui sont sortis de leur classe, simplement par le travail scolaire, et qui montre qu'effectivement, c'est possible. Alors que je crois voir aussi, moi, dans mon village, ce qui peut se passer, la majeure partie des gens, effectivement, et c'est ce que vous aviez dit au début, ne sentent pas que ce soit possible et pensent que c'est totalement impossible. Oui. Oui, non, vous avez raison. Moi, je suis tout à fait pour le fait qu'on réussisse à trouver des modèles et pas imposer des modèles, mais suggérer des modèles qui démontrent par l'expérience, par A plus B, que c'est possible, et il y a des chemins qui existent, et que ces chemins ne sont pas réservés à certaines catégories de population. Alors vous me dites, et vous avez raison, mais pourquoi pourquoi est-ce que vous avez l'impression de cacher ou de dissimuler cela? Ben, c'est vrai que moi, je le reconnais. J'étais pas, jusqu'à maintenant, je n'étais pas encore
j'étais pas encore prêt à le faire, à utiliser mon cas personnel. Mais là, l'écriture de ce livre, de ce récit de ma campagne face à Valls, et c'est pas seulement un récit de campagne, c'est aussi, et vous l'avez vu dans les extraits que je vous ai cités, c'est une introspection sur la recherche du pourquoi, du comment. Où est-ce que je suis allé chercher l'énergie, la rage, la volonté, le courage peut-être de m'élever contre cette décision. Et du coup, ce livre raconte aussi, et c'est logique, donc ce parcours, même si c'est pas le point central. Et donc, ce livre, maintenant, c'est décidé, je vais le publier. Je le publierai d'ici un mois. Je le publierai, mais à ma manière, sur Kindle directement, à un prix extrêmement raisonnable pour que tout le monde puisse le lire. Parce que je pense qu'effectivement, que ce soit l'histoire de ma campagne face à Valls ou l'histoire que raconte ma trajectoire, je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Je me trompe peut-être que ça n'intéressera personne, peut-être que finalement je serai plutôt perçu, quoi qu'il arrive, comme un macroniste qui essaye de se disculper d'être un macroniste. Mais bon, on verra. En tout cas, je pense que là, je suis prêt. Et donc, je vous annonce que je publierai prochainement ce livre et que vous serez sans doute les premiers au courant. Une exclusivité, merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est maintenant le moment. Vous voulez dire que... Charles, venez ici. Non, non, c'est pas nécessaire. Non? On me demande si c'était possible d'avoir une grande condition en travaillant avec deux ou trois degrés, en priant. Mais maintenant, c'est le plus possible. Donc, on ne joint pas une société secrète, on n'avance pas. Toutes les grandes conditions sont contrôlées par les grandes sociétés secrètes. C'est le plus possible. Il ne faut jamais avoir une grande position sur l'université, en moyen prière. Sans les sociétés secrètes, on n'en jamais. C'est peut-être partout dans le monde, pas seulement en Australie. Les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, par exemple? Les franc-maçonneries, les sociétés de sans eux, on n'en jamais. D'accord. Il ne faut jamais avoir une grande position. Alors, n'importe où. Je n'ai pas très bien entendu le super. On parlait, donc Charles parlait de l'importance d'appartenance à des sociétés secrètes telles la franc-maçonnerie pour pouvoir accéder aux plus hautes positions, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Non, moi je veux. Alors, si j'ai bien compris la question qui incluait ça aussi, moi je pense qu'il reste tout à fait possible, enfin la fin de l'assignation d'une personne ou de nombreuses personnes ou de représentants de classes défavorisées ou modestes, ça reste tout à fait possible, comme ça l'était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je pense que ça l'est, enfin, en tout cas, que nos politiques, et sans vouloir faire trop de politique, mais que le mouvement politique auquel j'appartiens tente de le faire en améliorant tant que faire se peut les conditions d'études, en particulier dans les quartiers défavorisés, en dédoublant le nombre de classes, par exemple, pour permettre que dans ces quartiers, dans les zones REP+, les classes de grande section et de CP soient un maximum de 12 personnes, ce qui permet un meilleur apprentissage de la langue et des bases de la connaissance. Il y a de plus en plus de ponts qui sont créés vers les études supérieures, Sciences Po, écoles de commerce, grandes écoles. Il y a de plus en plus une grande proportion des classes d'âge qui arrivent jusqu'au baccalauréat avec l'option de pouvoir aller vers des études et tout en trouvant les moyens de les financer. Et donc, moi, j'ai aucun lien avec les sociétés secrètes. Et mon parcours, il s'est basé sur le mérite académique, l'excellence républicaine à la française. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réplicable. Par contre, effectivement, il faut qu'on arrive à convaincre les gens que c'est possible. Parce que c'est une chose de le rendre possible, mais si les gens n'y croient pas, ça sert à rien, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à avoir un discours collectivement où non seulement
on met en place les outils qui permettent ce genre de parcours, mais aussi il faut avoir un discours crédible au moment de dire aux gens, allez-y, risquez, engagez-vous dans un processus exigeant, ambitieux, qui vous permettra effectivement d'atteindre des objectifs personnels et vous-même de démontrer ce que vous pouvez faire individuellement, collectivement. D'autres questions? Après, il y a beaucoup de questions, c'est quand même. Et, bonjour Stéphane, je m'appelle Elisabeth. Bonjour. J'ai une petite question. J'ai une petite question sur le monde un peu plus, enfin, le monde corporate, je dirais. Alors, je travaille pour un cabinet d'avocats qui, heureusement, je suis pas avocate, mais pilote des programmes qui ont pour but d'aider les gens qui viennent des origines des classes, je dirais, des classes sociales diverses, pour qu'ils puissent réussir dans le monde mystérieux d'avocats. Et est-ce que vous avez vu dans votre carrière des programmes similaires qui ont eu du succès comme ça? Quand je pense que dans le monde anglo-saxon, ça existe peut-être plus que dans le monde, notre monde français, francophone. Je me rappelle que quand je vivais à Londres, je travaillais pour une grande banque d'affaires britannico-suisse. On avait un gros programme d'engagement auprès de la société, des communautés locales, puisqu'en fait, la City est entourée de quartiers qui sont très défavorisés. L'East End à Londres est très défavorisé. Et donc, nous, on était encouragés à participer à des actions auprès de la communauté locale, auprès des jeunes, pour leur expliquer nos métiers, pour les convaincre, pour leur expliquer comment arriver et se diriger vers ces métiers-là, pour essayer finalement de limiter un peu l'autocensure auquel les uns et les autres s'astreignent quand ils pensent à leur avenir, à leur perspective personnelle, et pour finalement justifier qu'il y ait un peu plus de goût du risque chez les gens au moment de choisir une carrière ou une trajectoire de vie. La question précédente par rapport aux sociétés secrètes, sans pour autant parler de sociétés secrètes, à quel point le réseau, qui n'est pas forcément présent quand on n'appartient pas au milieu des destinations de base, le manque d'accès au réseau peut gêner la trajectoire et à quel point ça joue. Ouais. Oui, bah écoutez, moi, en fait, si j'ai commencé ma carrière à l'étranger, parce qu'à un moment, je me suis dit, oui, effectivement, je voudrais commencer en finance, en fusion-acquisition. Et à un moment, j'ai commencé à l'étranger parce que je me suis dit qu'en France, en fait, j'avais pas les outils pour réussir, et notamment, effectivement, ces réseaux. Surtout quand, dans le monde des conseils de haut niveau en fusion-acquisition, ça passe beaucoup par la capacité d'établir des relations avec des clients potentiels et futurs. Et, et le mieux, effectivement, est d'arriver à démontrer à ces gens, ou soit de les connaître déjà à l'avance, soit parce qu'ils font partie du Rolodex de votre famille, de votre père, de vos oncles, soit de montrer que vous avez, enfin, d'être capable de leur montrer que vous avez les codes et que vous appartenez au même monde. En tout cas, c'est comme ça que je ressentais les défis qui se présentaient à moi si je voulais réussir en France. Et je me suis dit, là, franchement, en France, si c'est ça les critères de réussite, je vais avoir du mal. Donc, c'est pour ça notamment que je suis parti plutôt à commencer ma carrière à l'étranger en me disant que ce serait sans doute plus égalitaire, puisque je serais là jeté à Londres dans une cage aux fauves, mais avec des fauves qui venaient de plein de pays différents, qui a priori n'avaient pas de connexion particulière avec leurs futurs clients. Donc voilà, donc ça fait partie des choses. La réalité, c'est que les réseaux, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. Et que moi, j'ai pu le toucher du doigt lors de ma campagne avec Valls. Non seulement les électeurs, il y a eu une vague de sympathie, mais j'ai eu tout un réseau autour de moi qui s'est structuré et qui m'a soutenu. Et c'était aussi un réseau par exemple, des journalistes que j'avais connus dans ma vie antérieure d'entrepreneur ou de conseil fusion-acquisition. Donc des journalistes de la presse nationale espagnole ou de la presse économique ou de la presse des Français de l'étranger qui, soudain,
ont vu ce qui se passait et se sont positionnés de mon côté, non pas en disant votez Vogetta, mais en me donnant le beau rôle, parce que dans leur esprit, j'avais le beau rôle. Et donc, ils me l'ont donné très visiblement dans leur publication, dans leur programme, dans les interviews qu'ils ont pu me soumettre. Et c'est un beau rôle que j'avais naturellement, quoi qu'il arrive, puisque je me présentais face au grand méchant Manuel Valls. Mais du coup, effectivement, je me rappelle qu'un journaliste, à un moment, interviewait Manuel Valls pendant la campagne en lui disant, mais vous n'êtes pas un peu surpris de ce qui se passe avec Vogetta, là? Tout le monde disait, vous-même, vous disiez non, mais il compte pas, c'était un suppléant. Et finalement, regardez, il est populaire, il a des réseaux, il a des soutiens. Donc oui, les réseaux, ça compte. Et les réseaux, ça se construit au cours de toute la vie. Et il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Merci. Et moi, si je peux juste peut-être ajouter mon grain de sel là-dessus sur les réseaux. En tout cas, moi, j'ai eu quand je suis allé à Paris faire un stage d'écriture, voilà, il y a près de 5 ans, pendant une semaine, avec un écrivain qui s'appelle Frédéric Sévigné. Donc, c'est pas Michel Houellebecq, mais c'est quelqu'un qui est publié par Vertical dans Gallimard. Et on s'est pris d'amitié, mais sincère et authentique. Il n'y avait pas d'agenda. Il est devenu mon mentor, il m'a présenté à des gens. Et puis après, il y a les réseaux sociaux aussi qui aident à créer des liens qu'on n'aurait pas créés d'habitude. Et finalement, dans ce chemin, en tout cas moi, d'écriture, j'ai découvert que voilà, l'écriture, c'était pas être un scribe dans sa chambre, tout seul, écrire. C'était vraiment être connecté avec les autres, apprendre des autres. J'ai beaucoup appris de ce réseau et de l'entretien. Et d'ailleurs, il fournit pas mal de candidats au Philo Bistrot. Donc, c'est bien. Mais tout ça pour dire que les réseaux, oui, c'est pas seulement pour une petite population, surtout avec les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, on peut développer ces réseaux-là de façon, si on est passionné, de façon authentique. Et les gens, oui, il y a des gens qui vont jamais répondre, mais il y a des gens qui vont répondre, et cela, voilà. C'était ton expérience aussi de développer des relations que tu n'aurais pas pu forcément avoir sans les technologies modernes. Oui, non, mais ça, ça arrive. D'ailleurs, moi, comme député, moi, je fonctionne énormément avec les réseaux sociaux parce que quand on est député des Français de l'étranger, il faut qu'on pallie à la distance qui existe entre soi et les électeurs. Et je sais très bien que mes électeurs habitent en moyenne à des centaines de kilomètres de moi, que je ne les croiserai jamais dans la vie réelle, qu'ils ne me croiseront jamais. Donc, soit on arrive à créer une sorte de relation une relation virtuelle à travers les réseaux, soit eh bien, je suis condamné à être perçu comme un pantin immatériel qui ne générera jamais chez eux aucun type d'empathie ou d'envie. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai le réflexe, qui est un mauvais réflexe pour un politique, mais de ne pas utiliser les réseaux uniquement pour communiquer vers les gouvernements extérieurs, mais aussi pour échanger. Et donc, je réponds très souvent sur les réseaux, et souvent, je réponds à tort et à travers. Ça me nuit un peu. Ça me nuit un peu parce que parfois je dis des conneries, mais bon, c'est des conneries qui sortent naturellement et les gens finissent aussi par apprécier ce côté-là. Alors ça me ferme certainement des portes, mais en même temps, je n'ai pas non plus besoin d'ouvrir beaucoup de portes au stade où on en est. Donc je continue à appliquer cette méthode-là. Bon, très bien, Stéphane. Donc, beaucoup de projets, donc un projet de livre, donc d'ici un mois. Donc, on attend la nouvelle de la publication. Hein. J'espère que tu t'enverras un email à l'Alliance française et on. Ouais, et ce livre s'appellera Remontada, le fameux mot espagnol qui évoque les situations désespérées dont on arrive à se sortir quand même. Ce qui est une bonne manière de conclure cette discussion, surtout avec cette image là, de la remontada. Donc, voilà, passer par les barreaux. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous. Mais... Merci.
Merci à vous tous pour votre intérêt et pour avoir pris le temps d'écouter cette voix distante. Mais très présente. Il y a une vraie proximité. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Philippe, tu veux dire un dernier mot ou Dominique. Moi, j'ai deux questions. Rebonsoir pour nous. Dominique Barbeau, membre du board d'administration de l'Alliance française de Sydney. Encore une fois, nous vous remercions pour cette conversation virtuelle. Mais franchement, si jamais, même si vous êtes en vacances, si jamais vous êtes en vacances en Australie, passez-nous voir. Ou venez animer une discussion en présentiel. Mais ça c'est au nom du comité, mais j'avais deux petites questions vraiment anodines. La première, c'était sur Jean-Jacques Goldman. Pourquoi Envole-moi? Parce qu'on n'a pas pu écouter la chanson, mais je connais bien la chanson. Vous aviez l'habitude d'écouter ça pour vous motiver ou... Oui, et je le fais toujours. Ça faisait partie aussi j'avoue que ça faisait partie de ma bande sonore quand j'étais sur la route de ma campagne électorale. C'est toujours une chanson qui m'a inspiré, celle-ci et d'autres là-bas. Mais Envole-moi, ça dit notamment à coup de livre, je briserai tous ces murs. Ça dit aussi je m'en sortirai, s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Donc, ça résonne, ça résonne. C'est vraiment une chanson que je recommande à tous ceux qui veulent réfléchir à ces choses-là d'une manière très sensuelle. C'est des mots qui prennent au cœur. C'est une chanson qui était au programme du bac australien dans les années 90, figurez-vous. Et il fallait enseigner cette chanson. Ouais, voilà. Ouais. Et la deuxième question, c'était votre petit bracelet tricolore. Quelle est la signification? Non, c'est un bracelet qu'on m'avait donné. Vous ne lisez pas l'inscription, mais c'est écrit fier de nos soldats. J'ai aussi un bracelet aux couleurs du Portugal. J'ai perdu le bracelet aux couleurs de l'Espagne. Du coup, il me reste un autre bracelet qui est mon bracelet pirate. Je suis un député pirate et que comme tout le monde me dit à tort, mais que je suis membre de la communauté de Bouba, j'assume. Merci beaucoup, Olivier, et merci, Stéphane.